Éric Heyer, bonjour. La France a enregistré l'an dernier une croissance de 7%. Est-ce que cette croissance a permis de rattraper le niveau d'avant-crise, voire même peut-être de le dépasser? Que recouvre réellement cette croissance? Alors effectivement, si on regarde la production en fin d'année, on a même dépassé au quatrième trimestre le niveau qui prévalait fin 2019, de 0,9% très légèrement. Alors en moyenne annuelle, c'est pas le cas, puisqu'on a fait moins 8 plus 7, donc on comprend très bien qu'on ne l'a pas rattrapé, mais en toute fin d'année, on l'a fait. Donc on peut considérer qu'effectivement, on a quasi effacé cette crise, mais attention, on ne l'a pas complètement effacée, dans le sens où, si on n'avait pas eu la crise, on aurait eu de la croissance économique. Bon, on tablait sur à peu près 1,3% de croissance chaque année, donc on aurait dû normalement en fin d'année 2021 être plutôt aux alentours de 2,6% au-dessus du niveau de 2019. On n'est que 0,9 en dessous, donc on a encore à 1,5 point de perdu, ou en tout cas, il va falloir le rattraper un peu plus tard. Alors, quand on regarde après sectoriellement, il faut faire beaucoup plus attention. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant-crise et même qui sont très en deçà de ce niveau-là. On pense au matériel de transport, à la fabrication de ces matériels de transport, à la restauration, l'hébergement, qui sont encore entre moins 20 et moins 15% en dessous du niveau d'avant-crise. Donc attention, une crise qui risque d'être encore sectorielle et pas macroéconomique. Finalement, est-ce que la France en est mieux sortie que beaucoup d'autres pays? Par exemple, sur la zone euro, la croissance a été de 5,2%, mais comparée aussi à d'autres pays comme la Chine, les États-Unis. Alors oui, on peut considérer que la France en est un peu mieux sortie si on ne regarde que, bien entendu, l'activité, le PIB. Oui, parce qu'on vient de le dire, en fin d'année, on est à plus 0,9% au-dessus du niveau d'avant-crise, alors que, admettons, la moyenne de la zone euro est à 0. Donc on est tout de même au-dessus de quasiment 1 point. Et quand on regarde les principaux partenaires, notamment l'Allemagne est nettement en dessous, moins 1,5%. Donc vous voyez, on fait là nettement mieux que l'Allemagne au cours de cette fin d'année 2021. L'Italie est à moins 0,5, l'Espagne est à moins 4 en dessous du niveau d'avant-crise. Donc oui, on fait mieux que les grands pays de la zone euro. On fait mieux que le Japon aussi, qui on n'a pas encore le quatrième trimestre, mais qui va tourner aux alentours de moins 1, moins 1,5. On fait mieux que le Royaume-Uni également, donc c'est plutôt une bonne performance. Alors bien entendu, il y a les États-Unis qui font mieux, ils sont à plus 3,5% au-dessus du niveau d'avant-crise. La Chine, bien sûr, mais vous voyez, la Chine, il va falloir quand même un peu le regarder de plus près, parce que oui, la Chine fait mieux que nous de ce point de vue-là, mais encore une fois, si on fait le raisonnement, il devait normalement connaître plus 6% de croissance pendant 2 ans, alors que nous, on devait connaître que 1,3%. Donc quand on se compare plutôt à un contrefactuel qui est ce qu'on attendait, alors là, finalement, la Chine fait peu ou prou à peu près une performance identique à la France. Donc c'est plutôt des bonnes performances. Attention, là on a regardé que le PIB. Si on regarde les finances publiques, c'est-à-dire que pourquoi cette croissance est aussi bien repartie, c'est en grande partie grâce au quoi qu'il en coûte. Et là on s'aperçoit que nos finances publiques sont très dégradées, notamment par rapport à l'Allemagne. Justement, la politique du quoi qu'il en coûte, avec l'ensemble des aides déployées par le gouvernement français, a largement participé à creuser le déficit de la France. Finalement, est-ce qu'un pays tel que le nôtre pouvait se permettre de creuser encore davantage son déficit? Peut-on encore d'ailleurs continuer de s'endetter? Quelles seraient les conséquences à terme de notre niveau d'endettement? Alors, bien entendu que tous les pays ont utilisé un quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que puisque c'est, il faut rappeler, une crise sanitaire, et donc cette crise sanitaire, pour essayer d'éviter un engorgement du système de santé et une mortalité, une surmortalité extravagante, on a fermé les économies et on a dit on compense. On compense par justement ce quoi qu'il en coûte. Ça c'est vrai dans tous les pays. Alors le pays qui en a fait le plus tout de même, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, on se souvient, alors c'était en plus pendant une année électorale où il y a eu un énorme plan de l'administration Trump et puis un énorme plan de la part de l'administration Biden lorsque ce nouveau président a été élu. Et donc la somme des deux, c'est 3 fois le quoi qu'il en coûte qu'on a pu voir à peu près en Europe.
Donc effectivement, une grande partie de la grande reprise américaine et de l'inflation que l'on voit aux États-Unis est liée à ce quoi qu'il en coûte, qui était sans doute un peu surdimensionné par rapport au choc économique. Alors en Europe, bon, c'est un peu plus proche et homogène entre pays, mais la France en fait légèrement plus. Et donc les finances publiques ont été pas plus dégradées que dans certains pays parce que la reprise économique a été plus forte. Typiquement en Espagne, ils ont fait un joli quoi qu'il en coûte, donc le déficit a augmenté, mais en plus, puisque la reprise n'est pas au rendez-vous parce que sectoriellement, ils dépendent beaucoup plus de l'hébergement, la restauration, le tourisme, finalement les déficits ont été bien plus dégradés dans ces pays-là. Mais vraiment la singularité, c'est l'Allemagne qui finalement, on s'en sort moins bien que nous en termes d'activité, mais en termes de déficit et de dette, sont dans une meilleure situation que nous, et c'est peut-être ça. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut se permettre d'en faire toujours plus? En fait, en Europe, on est obligé de se comparer à nos partenaires puisqu'on partage une monnaie et donc on devrait normalement avoir une situation des finances publiques relativement homogène. Et là, aujourd'hui, il y a une forte hétérogénéité entre une Allemagne qui, peu ou prou, revient à 70% de dette publique, vous voyez, et les pays du Sud, et la France notamment, qui frôlent les 115% de dette. Et donc là, c'est cet écart entre 70 et 115 qui peut poser problème. Donc c'est pas la situation telle, en tant que telle en France. Oui, on voit que les taux d'intérêt sur la dette publique sont relativement faibles. On peut se permettre d'avoir un tel endettement puisque finalement les marchés financiers nous prêtent. Mais attention, si on garde un écart trop important entre ces pays-là, au bout d'un moment, il y aura des tensions qui vont arriver. Et donc là, la vraie question, c'est 2023. Est-ce qu'en 2023, on va remettre en place les règles budgétaires qui ont été suspendues pendant cette crise, Il y avait une crise un peu extraordinaire, donc on a suspendu les règles. Et donc, est-ce qu'on va les remettre en 2023 comme cela est prévu? Et là, auquel cas, il va falloir faire un tout petit peu, un peu plus attention à nos finances publiques. Et donc, on passerait d'un quoi qu'il en coûte à un début de ce qu'on peut appeler de l'austérité ou de la consolidation budgétaire. Et donc là, l'enjeu de la présidence française du Conseil européen, c'est un des enjeux, c'est cela. C'est est-ce qu'on renouvelle ces règles? Est-ce qu'on essaye de les changer, de les transformer? Ou est-ce qu'on reste sur les anciennes règles? Attention, si on reste sur les anciennes règles, on n'aura plus les moyens de continuer à faire un financement de quoi qu'il en coûte comme on l'a fait aujourd'hui. Pour 2022, le gouvernement français tape sur une croissance de 4%, le FMI pour la France sur une croissance de 3,5%. Est-ce qu'un taux de cet ordre-là est suffisant pour générer de l'emploi, réussir à payer facilement et rapidement notre dette? Est-ce que finalement un taux à 4% ou à 3,5% est une nécessité absolue pour arriver à gérer correctement un pays tel que la France, à le développer et à assurer le bien-être de ses habitants? Alors, 3,5%, 4%, bien entendu, ce sont les ordres de grandeur qui sortent aujourd'hui. Alors, certains le pensent un peu optimiste parce que globalement, il y a déjà beaucoup d'inflation, il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement, il y a des difficultés à recruter, donc ça peut paraître un peu optimiste quand on a tous ces problèmes-là. Ça peut paraître un peu pessimiste quand on sait la surépargne qui s'est accumulée dans tous les pays développés, notamment en France. Il faut s'en rendre compte qu'il y a 168 milliards de surépargne, c'est-à-dire il y a l'épargne normale des Français, c'est 220 milliards chaque année, et là on a 168 milliards de plus liés à cette crise, parce que finalement on a maintenu le revenu des ménages et on les a empêcher d'aller consommer normalement, donc cette surépargne. Et donc la question c'est, attention, cette surépargne peut aller retourner dans l'économie, notamment dans la consommation, et là on n'aurait pas 4, on aurait plus que 4. Donc comment les ménages vont utiliser cette surépargne, c'est une question extrêmement importante. Alors après, est-ce que ça suffit? Alors il faut bien faire attention, oui bien sûr que 4% de croissance, avec 4% de croissance, on crée de l'emploi, on fait baisser le chômage. Mais attention, il y a de l'inflation qui va apparaître assez fortement et donc on va scruter la réponse des banques centrales. Et puis pour la transition écologique, vous voyez, c'est peut-être pas une bonne façon de préparer cette transition écologique. Et donc il est possible qu'encore une fois dans l'avenir on nous dise attention, si on veut respecter à la fois des engagements de réduction d'émissions de CO2, il va falloir que ces 4% de croissance ne fassent pas déraper ces engagements-là. Donc oui, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue très conjoncturel,
il va y avoir des créations d'emplois, on va réduire plus facilement les déficits parce qu'il y aura plus de recettes qu'anticipées, donc là, de ce côté-là, c'est extrêmement bien, mais attention à l'inflation et à la réponse des banques centrales, et attention au fait de ne pas trop faire déraper nos émissions de CO2. Merci Eric Heyer. Merci à vous.